Bismillah. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir l'administration à distance. Donc administrer à distance, bien gestion à distance, bien gérer à distance des serveurs, c'est le fait de pouvoir configurer le serveur sans que vous soyez, c'est-à-dire devant ce serveur, ou bien sans que vous ouvrez localement une session dans ce serveur. L'objectif ici, c'est que, imaginez vous avez plusieurs serveurs dans l'entreprise. Les serveurs en général, ils sont dans des salles de serveurs, enfin des salles serveurs, mais des salles fermées. Surtout si les serveurs ils fonctionnent 24 heures sur 24, ces salles serveurs ils sont climatisés, c'est-à-dire déjà la température un petit peu dans ces salles c'est une basse température. Donc le fait que l'administrateur à chaque fois il rentre dans cette salle pour administrer localement des serveurs, c'est pas vraiment très pratique. Donc l'objectif ici c'est-à-dire il y a des options pour pouvoir configurer à distance ou bien administrer à distance les serveurs, que ce soit des serveurs donc des contrôleurs de domaine ou bien des serveurs qui hébergent des services bien définis. Donc pour pouvoir administrer à distance, donc on va voir trois méthodes. Donc la première méthode, on va voir un outil qui s'appelle WinRM. Donc WinRM, ça vient de Windows Remote Management. Ou bien tout simplement donc gestion ou bien administration à distance. Gestion à distance. La deuxième méthode, c'est bureau à distance. C'est-à-dire qu'on peut aussi pouvoir administrer à distance via la fonctionnalité bureau à distance. Donc en anglais, Remote Desktop. Et enfin, on va aussi pouvoir utiliser le gestionnaire de serveur. Le gestionnaire, quand on a installé le système d'exploitation, donc Windows Server 2012, donc il y a la console gestionnaire de serveur. Donc à partir de cette console, on peut ajouter des rôles, supprimer des rôles, d'accord, voir les services qui sont installés. La fameuse console gestionnaire de serveur. Donc, Server Manager en anglais. Donc ça, les trois méthodes qu'on va utiliser aujourd'hui pour vous montrer comment on peut administrer à distance des serveurs Windows Server 2012, donc à distance via ces différents outils. Donc on va commencer par WinRM. D'accord. Ah, donc c'est ici. Donc je vais démarrer les machines virtuelles. Donc, les machines virtuelles avec lesquelles on a travaillé déjà. Donc, si vous vous rappelez, donc ici j'ai le contrôleur, donc le PDC, donc on a installé le domaine racine, et son supplémentaire il est là. Et on a, si vous vous rappelez, on a aussi joint un ordinateur client au domaine. Je vais pouvoir démarrer ça.
Donc ici, pour travailler avec l'outil WinRM, donc l'outil WinRM, normalement, il se base sur, c'est-à-dire l'invite de commande, les commandes qu'on peut utiliser dans l'invite de commande. WinRM, pour avoir quelques caractéristiques ici aussi. WinRM, donc c'est un outil avec lequel on va travailler pour remonter à distance un serveur, ou bien des serveurs. Normalement, il se base sur les commandes DOS, les commandes qu'on peut écrire l'invite de commande. WinRM, là aussi il repose, il utilise aussi, donc il repose sur HTTP ou bien HTTPS. Bien sûr, HTTPS il est beaucoup préférable. Pourquoi? Parce qu'il est sécurisé. Donc, il crypte donc la communication entre le poste d'administrateur et le serveur qui doit remonter. Normalement, WinRM, s'il utilise HTTP, il va utiliser le port donc TCP 5985, et s'il utilise HTTP, il va utiliser le TCP 5986. C'est les ports qui sont utilisés. Donc normalement, quand on parle de port, c'est-à-dire déjà, si vous avez un firewall, c'est-à-dire ces ports, ils doivent être ouverts dans le firewall pour que les communications passent. D'accord, donc la configuration de WinRM, il va se faire en deux côtés, côté serveur et côté ordinateur de l'administrateur. Donc si vous avez votre serveur là, votre contrôleur, ça c'est le PC de l'administrateur. Donc il y a une première configuration qui va se faire ici, et il y a une deuxième configuration qui va se faire là. D'accord, donc c'est ça l'objectif, pour que ce PC puisse remonter le serveur à distance et lancer des commandes, et ces commandes ils seront exécutées ici. C'est-à-dire que c'est pas la peine qu'il vienne ici et démarrer le serveur, ouvrir la session localement pour l'administrer. Non, il peut, à partir de son poste, de son bureau, il peut administrer plusieurs serveurs d'ailleurs. Il peut administrer ce serveur, et après il peut administrer le serveur. Il peut même lancer des commandes, par la suite, il peut même lancer des commandes sur plusieurs serveurs en même temps, ou même un script. Voilà, donc ça c'est le principe, on va essayer de le pratiquer. Donc j'ai le contrôleur domaine ici. Deuxième machine qui est un contrôleur de domaine supplémentaire. Donc PDC et CDS, contrôleur de domaine secondaire. Et j'ai une machine Windows 10 qui est une machine qui est membre du domaine. Voilà. Donc en premier, si je viens ici dans serveur local, donc on trouve ici par défaut dans 2012
gestion à distance, il est activé. C'est-à-dire, déjà, c'est-à-dire ce serveur, il est prêt pour qu'il accepte des connexions entrantes à distance pour l'administration. Donc avant, on va faire quelques commandes pour voir si WinRM elle est installée ou non. Donc on va faire une commande, donc get service. Donc get service WinRM. Donc il me dit ici running, c'est-à-dire il est en cours d'exécution. Gestion à distance de Windows. C'est-à-dire dans ce serveur, WinRM il est en cours d'exécution. Normalement, il y a une commande aussi pour, si vous voulez, pour préparer, on va dire, pour préparer le serveur à accepter les connexions distantes. Normalement, puisque ça c'est un service, on peut aussi l'arrêter, on peut le démarrer, on peut le redémarrer. C'est un service comme les autres services. Donc, il y a des commandes pour arrêter, démarrer, ou par exemple si vous mettez un stop service WinRM. Si je reviens pour lancer la même commande pour afficher get service WinRM, remarquez maintenant, il me dit que WinRM est stopped, c'est-à-dire il est arrêté. Pour le démarrer, start toujours, donc service WinRM. Donc je reviens pour voir. Voilà, maintenant il est running. Je peux même mettre restart service WinRM si vous voulez, c'est-à-dire recharger, c'est-à-dire il est activé et vous pouvez le recharger, donc avec restart service WinRM. Il y a une commande aussi pour préparer, c'est une commande DOS aussi, on peut l'utiliser aussi dans PowerShell. Donc remarquez aussi ici dans la commande DOS, je peux mettre donc WinRM quick config, donc abréviation de quick config, hein. Quick attaché config. Donc vous pouvez taper WinRM quick config ou bien tout simplement QC. Là, il me dit le service WinRM est déjà en cours d'exécution, hein. Donc, déjà on l'a testé, il est déjà en cours d'exécution. Ça aussi, cette commande, il permet de préparer le service à accepter les connexions distantes. Donc, je vais voir aussi dans l'autre contrôleur, je vais voir est-ce que WinRM est activé, installé. Get service WinRM. Voilà, remarquez, il est aussi actif. Donc ce qui reste maintenant, je vais aller dans imaginez cette machine, c'est la machine de l'administrateur, c'est lui qui va administrer à distance à partir de sa propre machine. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? La même chose, on doit ouvrir l'invite de commande en mode administrateur, exécuter en tant qu'administrateur. Vous voyez ici administrateur. Et la même chose, donc WinRM quick config, c'est-à-dire pour aussi préparer ce client ou cette machine à lancer des sessions à distance vers les serveurs. Donc valider. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il affecte un démarrage automatique, effectue des modifications. Normalement,
il va paramétrer, donc pour vous, déjà on va voir que, puisqu'on a dit les ports ils doivent être ouverts dans le firewall, il va essayer de configurer, c'est-à-dire les options dont il a besoin. Donc je vais mettre yes. Activer, voilà, donc il me dit activer l'exception du pare-feu. Donc là, pour ne pas avoir de problème, puisqu'on n'a pas encore fait le pare-feu, mais normalement on doit seulement ouvrir le port, par exemple TCP 5985 ou bien 5986 pour cela. D'accord. Donc je vais mettre yes. Il va normalement me le faire tout seul. Donc WinRM a été mis à jour pour la gestion à distance, exception de pare-feu activée. Donc, il a même paramétré le port dans le pare-feu. La même chose, si je veux maintenant voir est-ce que WinRM est activé. Get service WinRM. Voilà, running aussi. Donc c'est bon. Maintenant, côté client, côté serveur, le WinRM il est activé, installé, donc en cours d'exécution sans problème. Maintenant pour lancer des exemples, je veux maintenant lancer une. On a dit WinRM, il se base sur les commandes, c'est-à-dire il n'y a pas d'interface. C'est-à-dire si vous voulez administrer via WinRM, vous devez tout faire en ligne de commande. Exemple, donc je vais lancer un WinRS. Donc WinRS c'est Windows Remote Server. -R pour remote. Deux points. Je vais ici mettre le nom du serveur que je veux remonter à distance. Donc le premier c'est pdc.oftpt.local. Vous vous rappelez, donc ça on l'a déjà installé, si vous vous rappelez, la dernière séance, comme contrôleur de domaine. Maintenant j'ai deux contrôleurs de domaine dans un domaine et le Windows 10, le poste de l'administrateur, il est membre de ce. Maintenant je veux la commande c'est WinRS, c'est-à-dire je vais lancer un outil d'administration à distance. Le poste, ou le serveur que je vais remonter, donc -R, le nom, espace, quelle est la commande que vous voulez exécuter sur ce serveur. Maintenant la commande que vous allez faire ici, il va être exécuté sur pdc ou fppt.local. Exemple, si je mets hostname, hostname c'est une commande qui permet d'afficher le nom de l'ordinateur. Remarquez, il m'a mis PDC. Est-ce que moi je suis le PDC? Normalement, si je mets. Pardon. Si je mets ici hostname, remarquez, le poste, ça s'appelle Windix, le poste local sur lequel je lance la commande, ça s'appelle Windix. Mais ici, remarquez, quand j'ai mis cette commande, le même poste, hostname, il m'affiche PDC, c'est celui-là. Voilà. Le contrôleur. Ça veut dire que cette commande, il a été exécuté à distance à ce poste. Je peux même, je sais pas, pour essayer de, si vous mettez ipconfig, il va afficher l'adresse IP du PDC. Donc, il a localement, la ligne de commande, c'est pour local. Si je mets ici ipconfig, remarquez l'adresse IP du poste de l'administrateur, c'est 10.00.11.
Remarquez ici, 10.0.0.100. C'est-à-dire cette commande ipconfig, il a été lancé à distance dans ce contrôleur. Je peux la même chose, je sais pas mettre. Maintenant, dans le poste administrateur, le poste client, c'est-à-dire maintenant l'administrateur avec son poste dans son bureau, il peut aussi lancer des commandes PowerShell à distance. Donc, la commande c'est enter ps PowerShell session et espace, vous pouvez mettre comme j'ai dit l'adresse IP ou bien le nom. Donc on va, puisque on a le nom, DNS, je vais mettre le nom pdc.ofppt.local. C'est bon. Remarquez maintenant quand j'ai fait entrer, automatiquement qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis avant le prompt PSE, il a mis le nom du serveur distant entre crochets. Ça veut dire que maintenant, comme si je suis logé, comme si maintenant je me trouve sur la console ou la fenêtre, l'invite PowerShell de ce poste PDC. C'est-à-dire toutes les commandes que je vais lancer ici, ils vont être exécutées directement ici. D'accord? Donc, le prompt ici, c'est un prompt. Voilà. Test pour tester. Maintenant, je ne sais pas si je mets netcount. Vous vous rappelez de cette commande? Remarquez, il me dit principal, c'est-à-dire que c'est un contrôleur, c'est le premier contrôleur qui est installé dans un domaine. Vous vous rappelez de ça? Moi là, je suis dans le client, je suis dans un Windows 10, ce n'est pas un contrôleur de domaine. Voilà, donc cette commande, il a été exécuté ici. C'est pas la même chose, je peux mettre hostname. Remarquez toujours, je suis dans PDC. Get Windows Feature. Remarquez ça. Il m'affiche les rôles, les fonctionnalités. Est-ce que Windows 10 il a ses rôles et ses fonctionnalités? Remarquez. Active Directory. C'est-à-dire toute la commande a été exécutée dans le contrôleur PDC. Je sais pas la même chose. Get add domain mode pour voir le niveau fonctionnel du domaine. Voilà, il me dit le niveau fonctionnel du domaine de ce. Et les Windows 2012. Windows 2012. Vous vous rappelez cette commande, il permet de voir le niveau fonctionnel du domaine. Là, vous pouvez remplacer domaine par forest et il va vous afficher le niveau fonctionnel de la forêt. Donc get add domain.forest mode. Bref, pour vous montrer que les commandes ils sont exécutées dans le contrôleur distant. Chose vous pouvez ipconfig. Donc voilà, il m'affiche l'adresse directement l'adresse. D'accord? Donc pour sortir de ce mode, donc on est entré avec enter ps session. Maintenant c'est exit ps session. Et maintenant il est au poste réel. Maintenant si vous lancez host name, il sera lancé localement. Il m'affiche le nom de cet ordinateur qui est Windows. D'accord, donc avec WinRS, on fait l'invite de commande. Maintenant, on va faire en PowerShell avec PS Session, le Enter PS Session. Une autre commande en PowerShell
qui est très importante aussi, ça s'appelle invoke. Invoke command. Donc l'invoke command, il permet de lancer, l'avantage ou l'intérêt de cette commande, c'est qu'il permet de lancer une commande et de l'exécuter sur plusieurs serveurs en même temps. Donc avec PS Session, vous remarquez on doit se loger dans un seul serveur à distance. Mais maintenant, ici, une fois avec l'invoke commande, je peux lancer des commandes, ou bien ils soient exécutés dans un seul, ou bien parfois dans plusieurs. C'est très important. Parfois même, on peut exécuter un fichier script dans plusieurs serveurs. C'est très pratique. Vous avez un fichier script, vous voulez l'exécuter sur plusieurs serveurs en même temps. Donc elle va vous assurer, cette commande, il va vous assurer ça. Donc invoke commande, computer name, et je donne le nom des serveurs distants, des autres distants que je veux, là où je veux lancer des commandes. La commande vient par la suite. Par exemple, pdc.ofppt.local, et je peux mettre virgule. L'autre, ça s'appelle CDC, CDS, pardon, CDS.ofppt.local. Si vous avez un troisième, vous pouvez l'ajouter. Espace, maintenant la commande que vous voulez exécuter. Entre accolade, AltGR, la touche 4, l'accolade, et vous mettez votre commande. Alors, si je mets aussi host name, et je ferme l'accolade. Cette commande hostname, il va être exécutée sur PDC et sur CDS. Remarquez, il a affiché PDC et affiché, c'est-à-dire le premier poste, son nom c'est PDC et le deuxième c'est de même. Pour faire aussi le test, on peut changer les commandes pour les tester. Si je veux créer un dossier avec PowerShell, vous pouvez mettre mkdir, d'accord, mais si vous vous rappelez les premières commandes qu'on a faites PowerShell pour créer un dossier, donc new item, je vais le créer par exemple dans C 2 points. Là, je vais l'appeler PS, PowerShell, PS, et item type, directory. Le type c'est dossier, directory. Pardon, new item. Voilà, donc merci. Donc ici c'est la commande, c'est-à-dire cette commande il a été maintenant exécutée sur les deux. Donc PDC et CDS. Donc si je vais maintenant PDC dans le vecteur C, remarquez, le dossier PS il est créé dans le PDC. La même chose, si je vais dans le lecteur C, je vais trouver PS. C'est-à-dire que la commande il a été exécutée à distance sur deux contrôleurs ou deux serveurs distants. Donc
D'accord? Donc vous pouvez, comme j'ai dit, même lancer un script. Regarde la différence. Pour lancer un script, ici, on va mettre ici, vous mettez la même commande invoke-commande-computer name, les noms des les contrôleurs, et vous mettez path ou la file path, et le chemin du fichier, là où il y a le script. Le script, il doit être local, c'est-à-dire il doit être dans ce poste, le poste d'administrateur. Et vous mettez le chemin, je sais pas, par exemple, c'est deux points, anti-slash, et le nom de votre script. Puisque moi j'ai pas de script, mais là, je vais vous montrer seulement la commande. C'est-à-dire, si vous avez un script, vous pouvez lancer la même commande, sauf que ici vous allez ajouter -file path, c'est-à-dire vous allez montrer à cette commande votre fichier script, il est où. Donc après file path, vous mettez le chemin qui mène vers votre script. Normalement le script .ps1, l'extension de... Et comme ça, vous allez voir que votre script, il est exécuté sur tous les serveurs que vous avez mentionnés, bien sûr, que vous avez mentionné dans la commande. D'accord? Donc, l'activation, donc, la gestion à distance de Windows avec le WinRM, en utilisant l'outil WinRS, ou bien aussi en utilisant PowerShell. Toujours la gestion à distance il doit être activée pour pouvoir utiliser la commande PowerShell enter ps session, et aussi pour pouvoir utiliser l'invoke commande. La gestion à distance il doit être activée, sinon ça ne marche pas ces commandes. D'accord? Donc ça c'est comme la première méthode d'administration à distance. Donc on va passer à la deuxième, remote desktop. Et avant, je vais voir est-ce que tout le monde a suivi. Est-ce que c'est clair pour la première méthode? Est-ce que c'est clair? La gestion à distance. Les autres? Très bien. D'accord. C'est bon. Donc maintenant, je vais utiliser un autre service, une autre fonctionnalité qui est le bureau à distance. Donc le bureau à distance, c'est quoi le bureau à distance? C'est bon, c'est bon, merci. Donc le bureau à distance, ou bien desktop, remote desktop, c'est une fonctionnalité, normalement c'est une fonctionnalité qui va permettre à un utilisateur, bien sûr l'administrateur, de se connecter à un serveur distant. Donc avant, normalement, il y avait une fonctionnalité avant, ça s'appelait terminal server, serveur terminal. Il y avait des clients qui peuvent ouvrir des sessions dans terminal server. D'accord? Donc avec les nouvelles versions donc, de Microsoft, Windows bien sûr, il a enlevé ce nom, terminal server. Normalement, celui-là, ça s'appelait client terminal server. Ça c'est le serveur et ça c'est le client. Maintenant, il n'y a plus cette notion client terminal server, on a bureau à distance. Mais normalement, cette technologie, la technique, elle a été empruntée vraiment terminal server. Donc là, l'objectif, comme j'ai dit, c'est il permet à un utilisateur de se connecter à un serveur exécutant terminal server, le bureau à distance. Imaginez-le que, comme si vous avez un client terminal server qui va se connecter ou ouvrir une session dans un serveur terminal server. Le bureau à distance, il utilise un
protocole qui s'appelle le RDP, Remote Desktop Protocol. Et il utilise donc TCP 3389. C'est-à-dire la même chose. Si vous utilisez le bureau à distance, votre firewall, il doit laisser passer il doit ouvrir le port TCP 3389. Ça, c'est d'accord. Voilà, donc ça c'est pour le bureau à distance. Maintenant, la même chose, pour activer le bureau à distance, vous devez l'activer dans les serveurs. Donc je vais commencer par le premier serveur. Ici. Si je vais dans serveur local, vous avez ici bureau à distance, mais par défaut il est désactivé. Pour pouvoir l'activer, cliquez ici. Vous avez ici une fenêtre. Par défaut, ne pas autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. C'est-à-dire, par défaut, personne ne peut ouvrir de connexion bureau à distance avec les serveurs 2012. Sinon, il y a ici autoriser. Autoriser les connexions à distance. Maintenant, si vous couchez ici, c'est que vous avez préparé ce serveur à ce qu'il accepte les connexions entrant de bureau à distance. J'ai ici une case. N'autorisez que la connexion des ordinateurs exécutant le bureau à distance avec authentification NLA recommande. Donc NLA, tout simplement, c'est un protocole d'authentification. Network Level Authentication. Authentification niveau réseau. Ce NLA, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il crypte. C'est pour cela qu'il est sécurisé. Il y a des versions plus anciennes qui n'utilisent pas le produit, qui ne prennent pas en charge le NLA. Je sais pas, par exemple, si vous avez un ordinateur Windows XP, ou bien Vista, ou bien... Donc il y a des versions, je crois même Windows 7 familial et tout. Windows 7, je crois... Je ne suis pas sûr, mais de toute façon, il y a des versions anciennes qui ne gèrent pas le NLA dans le bureau à distance. C'est-à-dire, si vous exigez, si vous couchez ça, et vous avez un client qui ne gère pas la connexion, il va échouer. Si vous décochez, c'est-à-dire si quelqu'un ne prend pas en charge le NLA, un ordinateur ne prend pas en charge le NLA, il va quand même se connecter, mais la connexion n'est pas sécurisée. C'est-à-dire tout le trafic qui passe entre l'ordinateur administrateur et le serveur distant, il sera clair. N'importe qui intercepte cette communication, il peut voir en clair ce que vous faites. Donc c'est pour cela que maintenant il est vraiment vivement recommandé d'utiliser ça. Déjà, les versions récentes des systèmes, ils prennent en charge NLA, donc il n'y a pas de problème. Et deux, c'est que vous allez un petit peu ajouter un autre niveau de sécurité à votre gestion à distance. Voilà, donc ça c'est le protocole NLA. Maintenant, j'ai ici sélectionné des utilisateurs. C'est-à-dire vous pouvez préciser quels sont les utilisateurs qui auront le droit de se connecter à distance à ce contrôleur, ou bien à ce serveur. Si je clique ici, j'ai une mention là qui me dit, remarquez,
Donc, OFPPT administrateur a déjà un accès. C'est-à-dire, l'administrateur, par défaut, il a le droit d'ouvrir une session bureau à distance avec ce. C'est-à-dire, déjà, le compte administrateur de ce domaine, il a le droit d'ouvrir la session. Il suffit tout simplement d'activer le bureau à distance. Bien sûr, si le bureau à distance n'est pas activé, il ne peut pas. Mais une fois vous activez, l'administrateur par défaut, il a ce droit. Vous pouvez quand même ajouter d'autres utilisateurs. Vous mettez avancé, rechercher. Et ici, il vous affiche les utilisateurs du domaine. Les groupes et les... Remarquez, le compte qu'on a déjà créé l'autre fois. Je peux aussi l'ajouter. Donc on attend que la session soit ouverte. Remarquez, je suis dans Windows 10 hein, et il m'affiche maintenant le bureau du contrôleur. C'est pour ça que ça s'appelle bureau à distance. Donc je peux faire ce que je veux, ajouter des rôles. C'est comme si je travaille maintenant dans le contrôleur. D'accord, donc je peux ajouter des rôles, remarquez. Suivant, suivant, hein, ajouter d'autres rôles, d'accord. C'est comme si vraiment je travaille localement sur le... Voilà, donc et je peux consulter le disque dur, voilà, disque dur 2. Et vous avez en haut ici le nom du serveur distant. Ici, bureau à distance, je vais faire de la version, si vous voulez, de 2012. Il n'accepte qu'une seule connexion. Ça veut dire, remarquez, si je vais maintenant dans PDC, remarquez PDC, automatiquement la session il se ferme. D'accord? Si vous ouvrez la session maintenant dans PDC, automatiquement le bureau à distance, il se ferme. C'est-à-dire, je vais essayer de le faire. Donc, je vais ouvrir la session dans le contrôleur. Remarquez ici maintenant. Qu'est-ce qu'il me dit? Votre session de serveur bureau à distance est terminée. Un autre utilisateur est connecté à l'ordinateur distant, provoquant la perte de votre connexion. Essayez de vous reconnecter. Ça veut dire qu'il n'accepte qu'une seule connexion à la fois. Il y avait des versions anciennes, je sais, par exemple Windows 2003 Server, il accepte 3 sessions bureau à distance. C'est-à-dire la session console, c'est-à-dire celle qui est dans le contrôleur, en plus de 2 autres. D'accord? La session dans le vrai, c'est-à-dire le vrai serveur, on l'appelle une console. Donc une session console et 2 autres distantes. Mais ici, non. Une seule. Ou bien console, ou bien à distance. Si vous voulez plus, vous devez acheter des licences. Donc, imaginez, par exemple, vous voulez plus qu'une session, c'est-à-dire plusieurs personnes, ils accèdent, ou là, ils ouvrent une session bureau à distance avec ce PDC. Vous devez acheter des licences terminal server, c'est-à-dire chaque session, il doit avoir ça. Chaque session de plus, il doit avoir une licence. Donc, si vraiment dans l'entreprise, vous avez besoin de plus de sessions terminales, vous devez avoir ce qu'on appelle des licences terminal server.
Eh bien, il y a même des serveurs, terminal serveurs, qui hébergent des certificats ou bien qui distribuent des certificats aux clients demandant une session. Bref, là, ici l'objectif est de vous montrer, vous avez le droit avec votre licence Windows Server 2012 d'avoir une session gratuite, une seule session bureau à distance. Mais si vous voulez faire l'administration, il fait l'affaire. Une session, là, il fait l'affaire si vous voulez administrer à distance les serveurs. La même chose, si vous mettez dans le contrôleur supplémentaire, donc on va faire la même chose dans le contrôleur, par défaut, le bureau à distance il est désactivé, on va faire la même chose, on va l'activer et on va valider. Puisque déjà là, l'administrateur il a le droit, donc c'est pas la peine d'ajouter un utilisateur. Maintenant à partir d'ici, je peux donc cds.ofppt.local. Voilà la même chose, il me demande le mot de passe d'administrateur. Et voilà, je suis maintenant dans le CDC CDS ofpt.local. La même chose, une fois la session il est ouverte ici, il sera fermé là. On ne peut pas avoir ça, ce qu'on appelle la session console, et l'autre une session à distance. Donc la session console il sera fermé. On attend à ce qu'il s'ouvre ici. Donc il y a des options dont, après vous pouvez les voir, donc, dans les bureaux à distance, vous pouvez par exemple créer plusieurs liens bureau à distance et mettez des raccourcis dans le bureau, c'est-à-dire pas à chaque fois vous allez entrer le nom et valider, donc vous double-cliquez sur l'icône et automatiquement il va vous ouvrir le serveur, donc c'est un lien rapide. Voilà, maintenant la session il est ouverte. Si je reviens à CDC, je vais trouver qu'il a fermé la session. La session console elle est fermée. La même chose ici, je peux administrer toute l'administration que vous pouvez effectuer sur le serveur local, vous pouvez le faire ici à distance. Vous avez la main sur tout. Vous pouvez fermer. Si vous fermez de là, de cette croix qui est ici, et on dit le programme sur l'ordinateur distant continue à être exécuté après la déconnexion. Vous pouvez vous reconnecter uniquement en retrouvant cette session. C'est-à-dire, OK, si vous revenez, les mêmes applications que vous avez ouvertes, ils restent. Et là, avec voilà ce que j'ai dit. Ici, là, vous pouvez avoir les informations. Vous pouvez enregistrer sous et le mettre, je ne sais pas, le bureau. Je sais pas, CDS. Donc vous avez une icône ici. C'est pas la peine. À chaque fois que vous voulez accéder à CDS, vous double-cliquez. Voilà. Et il va essayer d'ouvrir. Il vaut mieux ne pas mettre. Vous pouvez même mettre le mot de passe ici, c'est-à-dire automatiquement il entre. Mais c'est déconseillé. Il vaut mieux vous cliquer à chaque fois que vous entrez le mot de passe. Donc, voilà. D'accord. Si vous avez plusieurs serveurs distants, vous pouvez générer des icônes comme ça, plusieurs, et à chaque fois, avec les noms bien sûr, significatifs, et vous pouvez double-cliquer et avoir directement l'accès. Et là, il y a une remarque. Donc, le bureau à distance, déjà, il permet une seule session. Donc, on va dire
gratuitement, il va vous permettre seulement une session. Et là, ce qui est important, c'est que maintenant, si le serveur, imaginez ce serveur, le PDC ou bien le CDS, il était installé en installation minimale, il était core. Core. Core, c'est-à-dire tout est en ligne de commande. Si vous ouvrez le bureau à distance de votre machine ici, vous allez avoir Core. Il n'y a pas d'interface graphique. Donc le bureau à distance, il va vous afficher seulement le système distant. Si le système distant il est en graphique, il va vous afficher graphique. S'il est en Core, il va vous afficher Core. Parfois, il y a des administrateurs, c'est-à-dire qui ont une réticence sur l'invite de commande. Ils ne veulent pas, c'est-à-dire configurer tout en ligne de commande. Ils préfèrent l'interface graphique. C'est pour cela que on a dit pour rendre stable et sécuriser les serveurs, donc il vaut mieux, une fois vous avez terminé l'administration, il vaut mieux les basculer en Core, les rendre Core. Mais imaginez, vous voulez les administrer à distance avec cette technique, bureau à distance, vous allez voir seulement Core. Donc ce que vous allez voir ici, c'est Core. D'accord? Deuxième méthode. Est-ce que c'est clair? Bureau à distance. Donc le bureau à distance, si vous voulez c'est-à-dire si vous voulez avoir la configuration graphique des serveurs, les serveurs ils doivent être installés en interface graphique. Si les serveurs ils sont installés en Core, vous allez voir seulement le Core. Très bien. Voilà, donc maintenant on va passer troisième méthode. Donc la troisième méthode, c'est le gestionnaire de serveur. Gestionnaire de serveur, vous avez, je ne sais pas, votre contrôleur du domaine. Vous pouvez ou bien à partir d'un serveur, par exemple, ça c'est un contrôleur 2012 serveur, à partir d'un serveur, c'est pas forcément qu'il soit un contrôleur. Puisque une fois vous installez serveur 2012, le système 2012, vous aurez votre gestionnaire de serveur. Hein, la fenêtre de la console gestionnaire de serveur. Vous pouvez, c'est-à-dire administrer, ajouter, on va voir par la suite, c'est-à-dire à partir de ce gestionnaire de serveur, vous pouvez administrer les autres contrôleurs, contrôleurs de domaine 2. Parfois, normalement, l'administrateur, il a son propre PC. Parfois, il a son portable, son PC portable. Et à partir de son portable, il peut administrer. Donc, dans ce portable, il ne va pas installer serveur, le système d'exploitation réseau. Imaginez, par exemple, il a Windows 10. D'accord? Donc ça reste une possibilité. Mais en gros, nous aurons besoin d'un ordinateur desktop ou bien portable, laptop, qui a un système d'exploitation poste de travail. Et à partir du système, on peut administrer ces serveurs via le gestionnaire. D'abord, la question qui se pose, est-ce qu'un système d'exploitation poste de travail est là
la fameuse console gestionnaire de serveur. Non, normalement un ordinateur ou un système d'exploitation poste de travail n'a pas ce gestionnaire de serveur, il est seulement pour le système d'exploitation réseau. Système d'exploitation serveur, 2012 serveur, 2016 serveur, 2019 encore. Mais bon, client non. La solution c'est quoi? Il y a deux types de solutions. Donc, pour installer le gestionnaire de serveur dans un système d'exploitation poste de travail. Donc avant, les versions, les anciennes versions, par exemple Windows XP, Windows Vista, il y avait un package livré par Microsoft, vous pouvez le télécharger, ça s'appelait Admin Pack. Adminpack.msi. C'est un package. Ça, vous voyez quelle version vous avez dans votre système et vous téléchargez son admin pack. Une fois que vous installez ce package, automatiquement vous aurez par exemple dans Windows Vista ou bien le gestionnaire de serveur. À partir de Windows 7, Windows 8, il n'y a plus admin pack, ça s'appelait AirSat. Donc AirSat, déjà c'est donc c'est un outil, la même chose, c'est un outil, sauf que AirSat il est livré avec, c'est comme une mise à jour avec l'extension MSU, Update, Microsoft Update. Donc AirSat c'est pour Remote Server Administration Tools. C'est-à-dire les outils d'administration serveur à distance. D'accord? Maintenant, il n'y a plus ça. Normalement, il y a l'AirSat avec les versions récentes. Et il est livré avec comme une mise à jour. C'est-à-dire, une fois vous l'installez, c'est comme si vous installez une mise à jour Windows. Avec les versions récentes donc on va dire, j'ai dit 2, c'est-à-dire ça c'est ancien, ça c'est nouveau. Sauf que nouveau aussi, il y a maintenant pour les versions, on va dire les nouvelles versions. Les nouvelles versions de Windows 10. Nouvelle version à partir de la version 18.03 et ultérieure. Microsoft, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intégré l'AirSat dans le système d'exploitation. Il est déjà intégré, sauf qu'il faut l'installer. D'accord? Donc si vous avez une version de Windows 10 antérieure, c'est-à-dire ancien à 1803, le 1803, vous devez télécharger son AirSat. Chaque version, il a son propre AirSat. D'accord? Pas ça veut dire un seul fichier ou la mise à jour AirSat, il va fonctionner pour tout. Non, c'est pour cela qu'il l'a mis à jour. C'est-à-dire, vous devez avoir votre version du système et télécharger son propre AirSat. C'est-à-dire, je ne sais pas, Windows 17 ou la 16.07 ou la 17.06, bref, n'importe quelle version, vous devez charger son AirSat et installer sa mise à jour.
D'accord? Donc 18.03, 19.03, je crois, 20.04, les versions, donc ils ont tous le RSAT intégré. Il n'est pas installé par défaut, vous devez l'installer. Donc c'est pour cela que, avant c'est quoi? On va faire, donc on va voir notre version. Donc si je vais dans mon Windows 10, donc si je vais WinVer, c'est-à-dire Windows Version, voilà, il me dit ici, la version c'est 19.03. Donc déjà 19.03, c'est supérieur à 18.03, c'est-à-dire que je vais trouver le RSAT intégré. Donc pour cela, pour installer gestionnaire de serveur, remarquez, il n'y a pas gestionnaire de serveur. Là, pour vous montrer, maintenant, il n'y a pas une console gestionnée, puisque c'est un système d'exploitation poste de travail, il n'y a pas un gestionnaire de la console gestionnaire de comme celle-ci. Comme celle-ci, gestionnaire de serveur. Ça, c'est réservé pour le serveur. Hein, le gestionnaire de serveur, là, à partir duquel on peut administrer le serveur. Client, il n'a pas. Maintenant, je vais pouvoir l'installer via le RSAT. Donc, bouton droit sur démarrer, paramètres, application, application et fonctionnalité, fonctionnalité facultative. Cliquez dessus. Et vous avez ici ajouter une fonctionnalité. On va chercher quelque chose qui est en relation avec RSAT. On va marquer juste en bas. Voilà. RSAT client gestion. Ici, vous avez des modules à installer. C'est-à-dire si vous voulez faire la gestion client gestion des adresses IP, vous voulez gestionnaire de voilà, je dois ajouter gestionnaire de serveur. Je dois mettre installé. Je vais chercher un autre outil Active Directory. Si vous voulez avoir l'Active Directory et tout ça, donc la même chose, je dois installer. Voilà, donc c'est à vous de voir. Si vous voulez, vous avez besoin, c'est-à-dire de faire l'administration à distance de ces services. Hein? À chaque fois que vous voyez RSAT, essayez de voir est-ce que vous avez besoin, c'est-à-dire ce sont des outils qui vont les intégrer dans gestionnaire de serveur. Voilà, donc là, pour un test, on va remarquer le DNS, DHCP, vous pouvez tout ajouter. Donc une fois vous mettez, cliquez sur cette flèche, vous allez voir le processus d'installation, l'avancement de l'installation. Voilà. Donc, on va laisser les outils de la progression finir et on va revenir sur le poste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir maintenant de poste client. Donc le processus d'installation avance. Et là, il va récupérer la version relative à votre système.
J'ai dit, comme je dis, en fonction de ce que vous voulez administrer, alors vous pouvez ajouter des outils. Donc, à chaque fois que vous voyez R7, deux points à côté, il y a une fonctionnalité ou bien un outil, vous pouvez l'installer en fonction si vous avez besoin vraiment de cet outil. Voilà, donc ça avance. Cet outil, si vous avez votre serveur installé en cours, vous pouvez avec votre PC admin, l'administrateur, vous allez installer le gestionnaire de serveur dans votre Windows par exemple 10, et à partir de ce gestionnaire de serveur, vous allez pouvoir remonter le serveur qui est core, c'est-à-dire installation minimale, l'administrer en interface graphique. C'est ça le plus grand intérêt. Pas comme bureau à distance. Bureau à distance, si vous le lancez à partir de votre PC ici, si le serveur il est core, vous ne voyez que l'installation coréenne et vous voyez que ligne de commande. Ici, non. Vos serveurs, ils sont en GUI, interface graphique, ou bien en core, vous pouvez les administrer tous en interface graphique. C'est très pratique. Voilà, presque fini. Donc vous devriez avoir une connexion internet pour pouvoir installer ça parce qu'il a besoin de charger. Donc remarquez maintenant, voilà, il est ajouté ici comme fonctionnalité installée. Donc si maintenant je mets un gestionnaire de serveur, remarquez, j'ai un gestionnaire de serveur qui est le même gestionnaire qui est dans le serveur de Windows. D'accord, remarquez. Donc je dois ajouter les serveurs. Remarquez, il n'y a aucun serveur, même le gestionnaire il est là, mais il n'y a aucun serveur à administrer. Donc je vais gérer, ajouter des serveurs. Donc ici il m'affiche mon domaine. Ici je peux mettre le nom de le domaine que je veux administrer. Rechercher. Voilà, il l'a trouvé. Tout simplement, je dois cliquer ici pour qu'il passe aux ordinateurs sélectionnés. Cliquez là. Voilà, maintenant il passe. J'ai sélectionné l'autre. Ça s'appelle CDS. Rechercher. Voilà, il l'a trouvé aussi. Puisque déjà mon poste, il pointe sur un DNS. Je suis dans le domaine. Moi, je suis un ordinateur du domaine. Et ces deux, ce sont des contrôleurs de domaine. Voilà. Ok. Maintenant, les deux serveurs, ils sont ajoutés parmi la liste des serveurs. Voilà. Donc avec leur adresse, remarquez maintenant, bouton droit, vous avez tout. Si j'ai ajouté, moi j'ai ajouté seulement le gestionnaire, vous pouvez ajouter les outils ADDS pour avoir ici utilisateur ordinateur Active Directory, le centre d'administration Active, d'accord. C'est-à-dire à chaque fois maintenant, bouton droit ici, vous avez les commandes ou même les fonctions que vous pouvez appliquer sur, par exemple, ajouter des rôles et fonctionnalités. À distance, vous pouvez ajouter des rôles et des fonctionnalités à ce serveur. En interface graphique. Imaginez maintenant le serveur, il est en installation minimale. Le serveur distant, il est core. Et vous pouvez l'administrer en interface graphique. La même chose, si vous avez ajouté, alors vous pouvez directement de là mettre gérer, ajouter ou bien supprimer suivant. Vous allez voir ici deux, vous sélectionnez
quel contrôleur vous voulez, sur lequel vous voulez installer ou bien supprimer ce rôle ou bien cette fonctionnalité. La même chose. D'accord. Voilà, donc ça reste parmi les outils les plus importants, les plus intéressants et les plus, on va dire, plus performants pour pouvoir administrer à distance les serveurs Windows, Windows Server. Donc la même chose 2016 et 2019, ça sera la même chose. Le principe, ça reste le même. D'accord. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour sur les trois méthodes d'administration à distance. Donc WinRM avec le WinRS en ligne de commande. L'Inter-PS Session avec aussi le invoke commande. Ce sont des outils en ligne de commande, c'est-à-dire pour pouvoir administrer en ligne de commande les serveurs distants. On a vu le bureau à distance. Bureau à distance comme outil aussi, c'est bien, surtout s'il est sécurisé et chiffré avec le NLA. Petite chose un petit peu qui va déranger, c'est que si vos serveurs ils sont en installation minimale, ce qui sera affiché dans le bureau à distance, c'est ligne de commande, installation minimale. Par contre, ce dernier outil, l'administration à distance avec le gestionnaire de serveur, c'est beaucoup plus pratique. Peu importe l'installation des serveurs, que ce soit en Core ou bien en G8, de toute façon, lui, il sait l'interface graphique, il peut accéder pour administrer à distance en interface graphique les serveurs. Vous pouvez avoir ici une liste de serveurs et même une liste c'est-à-dire contrôleurs, serveurs et même une liste des ordinateurs. C'est-à-dire si vous êtes administrateur, vous pouvez même ajouter un ordinateur ici pour l'administrer à distance. Normalement, on aura besoin des contrôleurs, des serveurs, mais pour vous dire, là, vous pouvez même ajouter un ordinateur qui est joint au domaine. Si vous voulez administrer à distance, vous pouvez l'administrer. D'accord? Voilà, donc vous pouvez même redémarrer le serveur à distance. Connexion de bureau. Voilà, donc ça ce sont des outils en ligne de commande, mais vous pouvez aussi, en fonction de ce que vous avez ajouté comme fonction RSAT, vous pouvez le trouver ici. Voilà, donc c'est ça les trois méthodes pour l'administration à distance. Clair? Voilà, donc normalement, vous devriez essayer de reprendre les TP.